Hello, hello! J'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, je te parle des clés du succès en marketing de réseau. Et sache que même si tu n'es pas dans le marketing de réseau, ce sont des clés du succès que tu peux appliquer aussi dans les autres sphères de ta vie. Je te remercie beaucoup d'être à l'écoute et avant qu'on parle de ces qualités, de ces aptitudes, ces stratégies essentielles avec des exemples concrets pour t'aider à avoir du succès dans le marketing de réseau ou dans d'autres sphères de ta vie, je voulais prendre le temps de partager quelques commentaires. Donc, il y a Sandra Devoyaux sur Spotify qui a écrit: Je me rends compte qu'à chaque fois où j'écoute tes épisodes, ces derniers sont directement liés à ce que j'ai besoin d'entendre. J'adore écouter tes épisodes et chacun a sa particularité. Merci beaucoup, Sandra. Et il y a également Roxy Baby sur Apple Podcast qui a dit: L'impossible est possible. Tu es tellement inspirante. Tu nous démontres que l'impossible est possible avec tout ce que tu as accompli. Mouah! Merci beaucoup pour les beaux commentaires. C'est grandement apprécié. Et je voulais t'annoncer que tu peux maintenant t'inscrire sur la liste d'attente, dis-je, pour mon tout premier ma toute première offre de coaching haute performance. Donc, les détails sont à venir, mais ça va prendre forme à partir du mois de mai. Et tu peux avoir plus d'infos en regardant la page d'infos qui est à cet effet. Donc, je vais mettre dans les notes de l'épisode et tu vas pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente, savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire partie de ma première cohorte de coaching haute performance. Alors, on y va tout de suite avec les 12 clés pour avoir du succès en marketing de réseau. Donc, la clé numéro un, c'est la communication efficace. Et que c'est important, la communication, et pas seulement dans le marketing de réseau, dans notre vie. On vit dans un monde où on échange avec d'autres humains, d'autres personnes, et le fait d'avoir une communication claire va nous permettre soit d'avoir des relations peut-être plus, comment dis-je, harmonieuses que d'autres, parce que on a beau avoir les meilleures intentions du monde, si on n'arrive pas à les communiquer, ça peut être un frein dans notre capacité à réussir et à obtenir ce qu'on veut. Donc, au niveau de la clarté, quand on partage un message, on veut se demander, c'est quoi l'intention dans notre message? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent, mais surtout, qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent? Donc, c'est quelque chose que je me pose constamment. Je me demande, je me dis, c'est quoi mon intention? Avant même d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit ça, c'est quelle est l'intention aujourd'hui? Et j'ai posé l'intention spécifique par rapport à cet épisode-là. Une autre chose que je trouve super importante par rapport à la communication efficace, c'est l'enthousiasme. Et je me rappellerai toujours dans les débuts du marketing de réseau, il y avait une personne qui travaillait pour le corporate world dans l'industrie que je représente et qui m'avait dit qu'il trouvait que j'étais vraiment enthousiaste puis que c'était vraiment une belle qualité. Donc, et c'est de lui que j'avais appris l'origine du mot grec enthousiasmos. En fait, lui, il m'avait dit que c'était, je me rappelle plus exactement comment il l'avait dit, mais quand j'ai cherché dans Larousse, ça dit transport divin. Donc, c'est comme si on était connecté à Dieu ou en fait cet esprit divin. Donc, quand on sent l'enthousiasme, il y a une énergie qui est magnétique. Quand on est enthousiaste, les gens portent une plus grande attention à ce qu'on dit et c'est comme une énergie contagieuse également. Donc, dans le marketing de réseau particulièrement, quand on parle de nos services, de nos produits, de notre opportunité, le faire avec enthousiasme, ça va permettre de capter l'attention des gens et de leur donner le goût d'en savoir davantage et possiblement d'essayer nos produits, nos offres et de rejoindre possiblement également notre équipe. Donc, c'est super important de miser là-dessus et tout s'apprend. Hein? Donc, il y a des stratégies de communication et surtout, non seulement dans les stratégies, dans les apprentissages, mais dans la pratique. Donc, de se mettre dans des positions où est-ce qu'on va pratiquer cette communication-là. Numéro 2, la persévérance. Encore une fois, c'est quelque chose qui est super important, non seulement pour réussir dans le marketing de réseau, c'est dans tout. J'ai parfois entendu des partenaires d'affaires dire: J'ai tout essayé. Puis je suis comme: Really? T'as-tu vraiment tout essayé? Est-ce que tu es allé cogner chez ton voisin pour lui parler de ce que tu as à offrir? Parce que si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, dans le monde dans lequel on vivait, on n'avait pas les réseaux sociaux et la vente se faisait beaucoup par le porte-à-porte. Puis il y a encore beaucoup de gens aussi dans le marketing de réseau, dans
certaines entreprises qui privilégient beaucoup justement les rencontres en personne, les présentations chez des individus. De mon côté, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, puis ça a été vraiment mis de l'avant dans mes stratégies. Mais non, il faut pas désespérer après un non, deux non, trois non. Puis moi, ce qu'on m'a enseigné quand j'ai commencé, et c'est sûr que tout est différent et tout le monde arrive avec son coffre à outils super individuel et personnel et unique chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui se joint à notre équipe. Cette personne-là, elle a son histoire à elle, ses aptitudes, son coffre à outils. Mais il ne faut pas donc tout est relatif, c'est ce que je voulais dire. Tout est relatif, c'est-à-dire que j'avais entendu que pour avoir un oui, il fallait entendre 20 non. OK? Puis ça, c'est sûr que c'est juste une stat. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes, ça va leur prendre plus de non avant d'avoir un oui. Et certaines autres personnes euh, ont peut-être plus d'expérience, leur coffre à outils est plus rempli pour ce qui est des aptitudes à réussir dans le marketing de réseau. Ça se peut que ces personnes-là aient un taux de conversion plus élevé. Mais moi, en ayant cette idée-là en tête que pour avoir qu'une personne me dise oui, il fallait que 20 me disent non, j'ai cultivé, j'ai comme développé, j'ai renforcé un peu ma carapace par rapport au non. Donc, plus je me suis fait dire non, plus ça m'a désensibilisée à me faire dire non, plus j'ai arrêté de le prendre de façon personnelle et plutôt comme un apprentissage. Et plus je me suis détachée de la réponse de la personne, plus souvent j'ai augmenté mon taux de réussite. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'une personne nous dit non, deux personnes nous disent non, trois personnes nous disent non. Les gens sont parfois pas prêts à utiliser ce qu'on a à offrir, puis c'est correct. Et puis c'est ça. Donc, j'ai entendu toutes sortes de choses, moi, dans mon parcours. Ça fait 11 ans que je fais ça. Et j'ai entendu toutes sortes d'excuses que les gens utilisaient pour justifier leur manque de réussite. J'ai entendu tout ce qu'on peut entendre. Puis à chaque fois que j'entends des choses qui blâment les circonstances externes, quand tu remets ton succès dans les mains d'autrui, quand tu remets ton succès dans les circonstances externes, tu perds ton pouvoir. Donc, ça m'amène au point super important que j'aurais pu partager en premier lieu, qui est le point numéro 3 et qui devrait peut-être être le point numéro 1. C'est d'accepter l'entière responsabilité de ta réussite, accepter l'entière responsabilité de ta vie. Dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, rien ne t'est dû. Il n'y a pas de place pour les excuses. Tu peux soit avoir des excuses ou des résultats, mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc, si tu blâmes ton entreprise, tu blâmes ta mentor, tu blâmes que tu n'es pas dans la bonne équipe, tu blâmes que si, tu blâmes que ça, mais qu'il y a des gens dans ton organisation qui performent, la réalité, c'est que il y a quelque chose à travailler au niveau de tes aptitudes, de ton attitude, sans doute, et de tes qualités par rapport à ce travail-là. Donc, de travailler sur toi. Tant et aussi longtemps que tu remets ça sur des circonstances extérieures, tu n'as aucun contrôle. Au moins, si tu décides d'accepter l'entière responsabilité de ta réussite, tu as un point de départ où est-ce que tu peux dire, te demander sur quoi tu veux travailler. Numéro 4, ta capacité à inspirer. Donc, je te partage quelques stratégies pour inspirer parce que je pense que c'est super important de pouvoir inspirer les gens à l'action, d'inspirer les gens à te dire oui, à te faire confiance, à rejoindre ton équipe. Donc, partager des histoires de réussite personnelle, hein, de partager ton propre succès. Ça va inspirer les gens. Puis pas juste tes succès aussi, peut-être tes défis. Ça va rendre les choses plus authentiques. Les gens vont pouvoir s'identifier à toi. Et je pense que certaines personnes rejoignent le marketing de réseau et voient des idoles ou des personnes qui ont performé à haut niveau depuis des années et se disent que ils n'arriveront pas à inspirer les gens comparativement à cette personne-là. Mais au contraire, souvent, ta réussite au début de ton entreprise, elle est beaucoup plus réaliste pour quelqu'un qui commence. Donc, elle peut souvent s'identifier plus facilement. Une autre chose que tu peux faire pour inspirer, c'est d'établir une vision claire. Donc, de développer puis de communiquer une vision claire de ce que ton équipe peut accomplir ensemble. Donc, vous réunir puis avoir des buts communs. Ça pourrait de fixer des objectifs, par exemple, d'avoir ensemble, globalement, en équipe, 20 nouveaux clients ce mois-ci ou 30 nouveaux partenaires d'affaires. Donc, de travailler ensemble, d'avoir un objectif commun. Ça va pouvoir vous inspirer à travailler ensemble. Offrir de la
formation continue. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, beaucoup en équipe au niveau des leaders, mais c'est quelque chose que j'ai fait moi-même seule dès le départ, où est-ce que j'ai décidé de commencer à offrir de la formation. Donc, d'enseigner ce que je faisais et d'être très prescriptive et très de faire preuve de beaucoup de description détaillée. Une des erreurs que j'ai faites, moi, c'est de penser que les gens pensaient comme moi, puis de penser que les gens agissaient comme moi. Donc, plus je suis parvenue à détailler exactement ce que je faisais dans une conversation avec un client potentiel, dans une conversation avec une partenaire d'affaires essentielle, d'avoir des documents avec des étapes 1, 2, 3, 4, 5. Plus j'étais détaillée, plus c'était facile à dupliquer, plus c'était facile à enseigner à mon équipe et mon équipe se sentait plus en confiance et arrivait aussi à partager ça avec son équipe. Donc, c'est super important de le faire. Reconnaître et récompenser les réalisations de façon personnelle et publiquement. Donc, d'aller féliciter. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont vus, qu'on voit qu'ils travaillent. Donc, d'aller les féliciter en individuel, de faire de la reconnaissance aussi publiquement, ça va pouvoir aussi les aider à créer cette reconnaissance sociale-là qui peut amener aussi vers eux des prospects au niveau de la clientèle et des partenaires d'affaires. Encourager la collaboration plutôt que la compétition. Donc, le travail d'équipe, partager nos stratégies, partager nos documents. On travaille énormément en équipe dans mon organisation, puis on se dit tout. Donc, on n'est pas dans un esprit de compétition. Moi, j'ai entendu ça une fois, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'était dans les débuts. Puis, tu sais, je voyais qu'on avait parfois une tendance à vouloir protéger nos stratégies. Puis, tu sais, c'est comme, oh, c'est comme un trésor caché parce que tu veux garder cette stratégie-là pour toi. Mais ça, c'est un esprit de manque, premièrement. Donc, tu vas attirer le manque. Quand tu as un esprit d'abondance, tu sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu sais qu'il y a de la place pour tout le monde au top. Puis ça ne t'enlève rien. Absolument pas, parce que tu as ta place et ta place, elle est importante. Mais j'avais entendu une personne qui avait dit, la plupart des gens ne feront pas ce que tu vas enseigner, mais la personne qui va le faire mérite d'entendre ce que tu as enseigné. Donc, j'ai gardé ça en tête, puis je me suis dit, OK, je vais tout enseigner, je vais tout partager, puis ça va faire en sorte qu'ensemble, même si ce n'est pas mon équipe personnelle, au niveau du réseau, au niveau de l'industrie du marketing de réseau, ça va être positif pour tout le monde. Puis juste au niveau de l'univers, si je donne abondamment, je suis apte à recevoir abondamment également. On veut créer un environnement où les membres s'entraident pour atteindre leurs objectifs. On veut fournir des outils puis des ressources à notre équipe. Puis, on veut s'assurer que notre équipe dispose d'outils nécessaires pour réussir. Donc, j'ai créé toutes sortes de systèmes dès le départ, puis on travaille en équipe ensemble. Mais tu sais, OK, stratégie d'accompagnement de nouveaux clients. Voici mon processus lorsqu'une personne s'inscrit. Voici mon processus d'invitation en 5 étapes. Ce que je t'encourage à faire, ce que je te dis d'éviter de faire, les erreurs les plus communes et tout ça. Donc, vraiment enseigner le plus possible ce qui fonctionne pour moi de façon très précise et détaillée. Numéro 5, les compétences au niveau du réseautage. Donc, je pense que ça va de soi, on est dans marketing de réseau. Donc, c'est notre capacité à créer un plus grand réseau. Donc, d'utiliser des outils qui nous permettent d'élargir notre réseau de contacts. J'ai utilisé depuis le jour 1 les réseaux sociaux et ça m'a permis de sortir de mon marché chaud, d'aller toucher des personnes qui ne me connaissaient pas et les convertir éventuellement à un marché chaud parce que ces personnes-là me suivent quotidiennement. Je partage avec eux à chaque jour et ils apprennent à me connaître. Et les gens vont vouloir faire de la business avec des gens qu'ils connaissent, qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Donc, we do business with people do with business they like, trust. They like, trust. Je l'ai dit en français. Bref, tu vois, je voulais le traduire sans raison. They know, like and trust. Des gens qui connaissent, qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Numéro 6, on parle de la connaissance du produit. Donc, tu n'as pas besoin de connaître tout ton catalogue de produits, mais plus tu vas t'éduquer, plus tu vas comprendre les forces, la raison d'être des produits de tes offres, plus ça va te permettre d'être en confiance et plus tu vas arriver à les partager de façon confiante. Donc, c'est important de faire de cette éducation-là une priorité, particulièrement au début. Donc, aller s'informer, s'éduquer, ça va te permettre de pouvoir avoir une meilleure posture et d'être plus en confiance quand tu vas partager. Et évidemment, les utiliser. Ça va de soi, je ne l'avais même pas écrit, mais être une preuve vivante que tes produits fonctionnent, c'est quelque chose de super essentiel dans notre réseau. Numéro 7,
développer une stratégie de marque personnelle. Donc, ce que je vois parfois quand les gens se lancent dans le marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat et qui se positionnent sur les réseaux sociaux, c'est que là, ils sont super enthousiastes, ils veulent parler de leurs produits, de leurs offres, mais ils deviennent parfois des agents de promotion. Donc, ils font juste parler de promotion, 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 promotion. Mais c'est pas très inspirant d'avoir juste des promotions, des promotions, des promotions. Ce qu'on veut, c'est pas être des agents de promotion, mais bien être des agents d'inspiration. Et depuis le début, j'ai mis ça en place. Donc, comment je peux avoir une image, une stratégie de marque personnelle, c'est-à-dire de ne pas me positionner par rapport à mes produits puis par rapport à ce que mon industrie offre, mais par rapport à qui je suis, mes valeurs, ma philosophie, mes priorités, pourquoi c'est important pour moi de faire ce que je fais présentement, pourquoi j'aime utiliser mes produits, pourquoi je fais ce travail-là. Donc, les grands leaders inspirent les autres à l'action en parlant de pourquoi c'est important pour eux. Donc, pas du quoi, du comment, mais pourquoi. Et donc, de mettre ça de l'avant. Ton image de marque personnelle, elle va te suivre pour toujours. Puis ça, c'est quelque chose de super extraordinaire que tu peux développer et que peu importe ce qui arrive avec l'entreprise que tu représentes, tu vas avoir développé cette image de marque personnelle-là qui t'appartient. C'est à toi. Donc, d'éviter d'être toujours en train de pousser des produits et de pousser ton opportunité d'affaires uniquement. C'est important de le faire, mais aussi de te démarquer. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es différente, unique, qui te différencie des autres distributeurs, des autres représentants, des autres partenaires dans ton organisation? Donc, pense à ça. Puis, tu sais, des fois, les gens croient que leur image de marque personnelle doit être vraiment liée à l'entreprise qu'elle représente, mais ça ne veut pas dire que ça doit exactement. J'ai vu plein de gens, moi, faire du branding qui n'était pas en lien avec leur industrie. Donc, c'est vraiment à toi de décider. Puis c'est des gens qui performent super bien, qui ont des excellents résultats, qui ont plein de clients. Donc, tout est possible. Numéro 8, la gestion du temps. Donc, c'est important d'utiliser des stratégies de planification de temps. Moi, j'ai 5 enfants et j'avais un petit garçon de 9 mois quand j'ai commencé cette business-là. Et j'en ai eu plusieurs autres après. Et donc, la façon dont je travaillais, c'était toujours de me questionner par rapport aux tâches que je suis en mesure de faire, peut-être pendant que mes enfants sont dans mon environnement. Évidemment, je privilégie toujours de porter une attention particulière à mes enfants, de subvenir à leurs besoins. Mais il y a certaines choses que tu peux faire selon l'âge de l'enfant, mais il y a certaines autres choses qui, pour moi, nécessitaient mon attention à 100%. Donc, par exemple, ce qui est la rédaction pour mes publications, tout ce qui est ma création de contenu, tout ce qui est conversation avec les clients, conversation avec les prospects, ça, c'est quelque chose que je réservais quand j'étais seule. Au niveau de mon développement personnel, de l'apprentissage continu, des fois, c'était des choses que je pouvais écouter en même temps que je plie le linge, que les enfants sont là, sont en train de jouer dans la salle de jeu, peu importe. Donc, de diviser ces tâches-là et d'être super efficace. Donc, au niveau de la gestion du temps, j'ai toujours dit que l'important, c'est de mettre 80 de notre temps dans des activités qui nous permettent d'avoir de nouveaux clients et de nouveaux partenaires d'affaires. Le reste, c'est du flafla. Donc, tu es peut-être en train de procrastiner parce que tu t'inventes des tâches non vraiment pertinentes, parce que ça ne te tente pas ou tu n'as pas le courage d'aller parler à des prospects. Mais c'est ça, la job dans le marketing de réseau. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Donc, si tu as 3 heures dans ta journée, assure-toi que 80 de ton temps, c'est dédié à ces activités-là qui te permettent d'avoir de nouveaux clients. Donc, parler à des gens, parler à des gens, parler à des gens, parler à des gens, faire des suivis. Inviter, connecter, faire des suivis. C'est vraiment l'essentiel. Le reste, tu mets ça de côté. Puis si tu as du temps d'extra, tu peux y venir, mais sinon, c'est vraiment pas efficace. Numéro 9, l'apprentissage continu. Donc, évidemment, de continuer de s'éduquer, d'apprendre d'investir en soi. Moi, je crois fortement au développement personnel et professionnel, pertinent et intentionnel. Puis donc, c'est super important de continuer de s'éduquer. Donc, au niveau, par exemple, des réseaux sociaux, les stratégies de vente, le mindset, le recrutement. Donc, nous, on fait ça aussi au niveau de l'équipe. On partage ces stratégies-là sous forme d'appels. Ça fonctionne. On a toutes sortes de méthodes différentes, là, mais on va avoir même des fois des tables rondes qui vont présenter des gens qui ont du succès, des gens qui commencent, des gens qui sont plus avancés. Donc, d'offrir différentes stratégies d'éducation selon le niveau aussi. Donc, on a des appels exclusifs pour des gens qui sont plus avancés dans leur leadership, où est-ce qu'on parle de sujets qui sont plus avancés,
ou est-ce que c'est pas pertinent pour quelqu'un qui commence d'entendre parler de ces sujets-là? Donc, d'avoir cette aptitude-là. Donc, oui, on veut apprendre. Oui, on veut s'éduquer. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau de devenir une collectionneuse d'informations. Donc, ça m'amène au point 10. C'est ta capacité à passer rapidement à l'action et implémenter les stratégies que tu as apprises. Parce que si tu deviens une collectionneuse d'informations, tu perds ton temps. Ce que tu sais ne t'avantage pas. C'est ce que tu fais qui te fait avancer. All right? Donc, on ne veut pas être une collectionneuse d'informations, mais bien une queen de l'action et de l'implémentation. Et je le vois depuis le début, ce qui distingue celles qui performent à haut niveau de celles qui performent peu ou pas, c'est l'action, c'est l'implémentation. C'est celle qui arrive à surmonter le syndrome du perfectionniste. Puis on a parfois tendance à penser que c'est parce que les gens sont plus qualifiés, qui ont plus d'aptitudes. C'est souvent parce que la personne, elle a décidé d'avoir le guts, le courage d'affronter ses peurs, puis d'y aller, puis d'être imparfaite, puis de se tromper, puis de se planter peut-être. Mais à chaque fois que tu poses une action, tu accumules l'information. Donc, tu sais si ça a fonctionné ou pas. Et ça permet de réorienter le tir puis d'avancer dans la bonne direction. Avant-dernier point, le 11e, l'adaptabilité. Donc, on est dans un monde qui change constamment. Donc, si les choses changent, comme ça a été pour tout le monde avec la pandémie, où est-ce que, wow, notre quotidien a été complètement chaviré. On a été sortis de nos habitudes pour plusieurs d'entre nous. Ben, il y a les gens qui vont dire, qui vont se laisser atteindre par ce changement-là et qui vont blâmer le changement, qui vont blâmer les circonstances. Mais je pense que ça prend des non négociables pour avancer dans le marketing de réseau. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. J'aimerais ça réussir, mais là, je déménage. J'aimerais ça travailler plus sur ma business, mais là, je suis vraiment occupée au travail. J'aimerais ça, mais c'est une période. Puis, je veux dire, tout le monde a ses raisons de faire ou de ne pas faire. Je ne suis pas là pour porter un jugement, absolument pas. Mais il faut que tu saches que les gens qui performent à haut niveau se sont fixés des objectifs non négociables avec une constance de faire pendant plusieurs jours, des semaines, des mois, des années avant d'avoir un effet cumulé. Et ça fait en sorte que ces personnes-là avaient des non négociables malgré les deuils, malgré les ennuis de santé, malgré les déceptions, malgré les défis de la vie. C'est d'avoir des actions nécessaires chaque jour, peu importe qu'on va mettre de l'avant pour créer cet effet cumulé-là. Et de ne pas penser que ceux qui réussissent, ben, c'est ceux qui vivent une vie avec un vieux fleuve tranquille. Tu sais, ça, c'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Dernière clé du succès en marketing de réseau et dans ta vie, c'est le leadership. Si tu veux être une leader, sois une leader. Une leader crée des opportunités. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la prendre par la main. Une leader sort des sentiers battus. Elle accepte d'aller dans des champs où est-ce qu'il n'y a pas de chemin et elle décide de faire le chemin. Puis elle amène sa gang avec elle. Puis c'est difficile, puis c'est de l'inconnu, c'est rempli de doutes, mais c'est aussi très excitant, c'est super valorisant, c'est vraiment inspirant aussi de le faire. Donc, être la leader de son équipe. Peu importe où tu es, c'est toi qui mets la barre pour ton équipe. C'est toi qui fixes les standards. Ton équipe te regarde, pas les autres. Et je me souviens avoir entendu cette histoire-là que je trouvais vraiment inspirante, qui disait que si tu vois un groupe d'enfants jouer dans un parc et qu'une personne arrive et décide de mettre une barre, peu importe la hauteur à laquelle tu la mets, OK? Il y a trois groupes de personnes qui vont se former, trois mentalités différentes. Il y a le premier groupe qui va regarder la barre, qui va faire Oh my God, c'est bien trop, j'y arriverai jamais, j'essaierai même pas. Il y a le deuxième groupe qui va faire comme Ouais, ça a l'air pas mal haut, mais c'est quoi? Je vais l'essayer. Puis il y a le troisième groupe qui va se dire Hey, c'est haut, mais moi, je carbure au défi, puis je suis prête à persévérer, puis je vais être capable de sauter par-dessus. Ces trois groupes-là vont se créer peu importe où tu mets la barre. Donc, en tant que leader de ton équipe, c'est à toi de décider. Et par expérience, je peux te dire que les gens de ton équipe vont rarement te surpasser.
Ça arrive, mais c'est une exception. Je sais qu'on est dans le podcast l'exception, mais je veux que tu saches que les gens te regardent et souvent, par expérience, ton équipe va faire une partie de ce que toi, tu crées. Donc, c'est à toi, en étant la leader, de mettre cette barre-là, de créer les standards pour ton équipe. Et dans ta vie aussi. Donc, tous ces points-là, je pense qu'ils s'appliquent vraiment dans ta vie, hein, au niveau de la communication efficace, la persévérance, accepter l'entière responsabilité de ta réussite, ta capacité à inspirer, tes compétences en réseautage, tes connaissances des produits, stratégie de marque personnelle, gestion du temps, apprentissage continu, capacité à rapidement passer à l'action et implémenter tes stratégies apprises, l'adaptabilité et le leadership. Donc, ce sont les 12 clés que je vais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aide à prendre à réfléchir à ce qui peut être important pour toi de mettre en place. Donc, comment toi, tu peux intégrer ces qualités-là, ces aptitudes-là pour pouvoir t'aider dans ton propre parcours de marketing de réseau? Je t'invite à penser à tout ça, puis à mettre des stratégies en place pour pouvoir t'améliorer. Tu pourrais même te noter, te donner une note sur 10 sur chacune de ces aptitudes-là, puis aller décider sur quelle tu veux miser et de te créer un plan de développement personnel par rapport à ça, de devenir une pro, de dire tu veux devenir une excellente dans ton leadership, faisant une saison d'apprentissage. Si tu veux devenir une pro de la stratégie de marque personnelle, faisant une saison d'apprentissage, deviens excellente en apprenant, mais surtout en pratiquant. Je te rappelle que ta vie est la somme de tes choix, alors choisis intentionnellement. Je te remercie de laisser un commentaire et de noter le podcast et je te rappelle que tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour ma toute première cohorte de coaching haute performance. Je te souhaite une excellente journée puis on se reparle bientôt. Ciao!